Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5. Et c'est Riposte numéro 282. Déjà, et oui. Alors, nom de Villiers, prénom Philippe. Je suis né le 25 mars 1949 à Boulogne, mais pas Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Terre. Je suis père de famille et mon projet pour la France tient en 2 phrases: remettre la France en ordre et rétablir la fierté d'être français. Et là. Philippe de Villiers, je suis ravi de vous recevoir, vraiment. Enfin, vous êtes donc le candidat du MPF, du patriotisme populaire, et vous dites contre la mondialisation et l'islamisation de la France. Alors moi, je me rappelle, c'est personnel, la première fois que j'entends parler de vous, c'était en 1981, vous aviez 32 ans en 1981, c'est ça? Et vous avez été formé à Sciences Po, vous avez fait l'ENA, et vous étiez à l'époque sous-préfet de Vendôme. Et là, qu'est-ce qui vous arrive? Vous dites, je ne supporte pas ce qui se passe autour de moi, ce sentiment de haine, cette gauche au pouvoir. Entre vous et cette gauche, il y a une incompatibilité, visiblement, sale temps, mauvais climat. Et si vous permettez... je suis parti quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir. Voilà, c'est extrêmement simple. Oui, et ben, le 10 mai 81, j'ai fait mes valises. Et hop, vous êtes barré, si j'ose dire. Et moi, je vous ai filmé quelques années après. Serge Moati, c'était une question de cohérence, parce que je dis, je ne veux pas servir un gouvernement dans lequel je ne crois pas. Je trouve que c'est assez loyal. D'accord, mais je vous ai filmé quelques années après, et on va vous revoir un peu plus jeune, et vous raconter cette histoire-là, le climat qui vous entoure à ce moment-là. Il y avait, accrochés aux grilles de la sous-préfecture, les gars qui gueulaient et qui disaient « lave-la, la revanche ». Dans une ambiance de drapeau rouge, Révolution française, deuxième manière, à partir de la Convention. C'est-à-dire, on va vous faire la peau, les mecs. C'est nous qu'on arrive, vous étiez les riches, vous étiez là depuis longtemps, jamais vous n'avez cru que ça pourrait arriver, c'est arrivé. Vraiment, vous avez ressenti les choses comme ça, Philippe de Villiers? Enfin, vraiment, on va vous faire la peau, les riches, comme ça, 81? Vous en avez ce souvenir? Sérieusement? J'ai raconté ce qui est arrivé à la sous-préfecture de Vendôme. Voilà. Patache à la grille, comme ça, etc. On va vous faire la peau, vous le vicomte, etc. Alors, à l'époque, donc, c'était le gouvernement socialo-communiste, on disait. Je me souviens de l'image de François Mitterrand entrant au Panthéon avec la rose, etc. C'était changer la vie. Et qu'est-ce qu'on a vu depuis? On a vu petit à petit notre pays qui est entré dans le déclin. On a vu tout ce que ces gouvernements successifs ont fait, y compris d'ailleurs pour nous précipiter dans une Europe mondialiste. Vous allez en parler avec Isabelle On a eu le Guigou socialisme, on a eu le communautarisme, on a eu le mondialisme, on a tout eu. Mais d'ailleurs, vous y étiez au gouvernement, parce qu'en 86, vous y revenez, Mitterrand toujours là. Alors, qui avait changé, les socialistes ou vous? C'était quand même les socialistes toujours, Mitterrand, qui était là. Moi, j'étais l'ombre portée d'un ministre qui était lui-même une ombre. Je suis resté quelques temps. Sympa pour Léotard. Je me souviens d'ailleurs d'une de mes filles qui m'avait dit « T'es resté 8 mois comme secrétaire d'État ». J'ai dit oui, et elle prend une pincée de sable sur une plage à l'île-Dieu et me dit « Je vais t'appeler le secrétaire d'État de sable ». Mon Dieu, tellement vous ne serviez à rien? Ben voilà, je regardais les colonnes de Buren, vous voyez. Mais il n'y a rien de pire que le pouvoir sans l'action. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué profondément. Et moi, je veux être président de la République, pas pour une consommation du pouvoir, mais pour agir au service des Français. L'action.
Mais vous racontez dans votre dernier livre, qui s'appelle Une France qui gagne, qui est paru aux éditions du Rocher. Vous racontez une histoire digne d'une épopée. Moi, j'adore cette histoire. En plus, elle doit être vraie. Donc, alors, c'est l'histoire d'une chevalière. Là, si on voit en gros plan vos mains, vous n'avez pas de chevalière, mais vous aviez porté longtemps une chevalière, et vous dites, on a jeté un voile de dérision sur cette chevalière. J'ai été meurtri, dites-vous, pendant longtemps par l'injustice des colibés sur mon nom, mes origines depuis des années, alors de Villiers, de machin, vicomte, etc. Ça vous a fait de la peine vraiment qu'on se moque de vous comme ça? Racontez. Bon, allez, racontez. En quoi ça vous a fait de la peine? Regardez la semaine dernière l'histoire de l'ISF. Il y avait des journalistes qui me rappelaient 2 fois, 3 fois en disant « Attendez, c'est pas possible, vous payez l'impôt sur la fortune. Ben non, je ne vis pas entre les vases de cristal et les tableaux de maître. Voilà. Et en fait, j'appartiens à une vieille famille de soldats dont le destin a été de finir au champ d'honneur. Et c'est vrai, j'ai longtemps porté un objet que mon père m'avait donné en m'expliquant d'où il venait. C'était une chevalière qui n'était pas du tout une coquetterie, un colifichet, c'était un trophée, puisqu'il a d'abord été porté par un héros qui est mort en 1870 face aux Prussiens, puis après retrouvé, porté par mon grand-père, qui était jeune capitaine à la tête de sa compagnie à la bataille du Grand Couronné qui a sauvé Nancy en 1914, en pantalon Garance, et la main explosée. Et miraculeusement, cette chevalière a été retrouvée. Et mon père, orphelin de guerre, l'a ensuite portée, et elle a terminé avec lui au camp de représailles de Lübeck, où étaient enfermés des officiers juifs et des officiers non-juifs qui avaient protégé des juifs ou qui s'étaient évadés avec des juifs. Le camp de Lübeck était un camp très dur. Et quand mon père allait être frappé par la Gestapo dans un interrogatoire, il a mis cette chevalière, il l'a retirée de son doigt, il l'a mis dans sa bouche, et quand il a été frappé, elle lui a cassé une dent qu'il n'a d'ailleurs jamais remplacée. Cette chevalière, donc vous l'avez portée longtemps? Je l'ai portée et je l'ai donnée à mon fils aîné. Et elle signifie, vous voyez, c'est pas du tout un colifichet, elle signifie un serment d'honneur au service de la France qui la porte combat. L'honneur, la chevalerie, la chevalière, c'est très important pour vous. Et alors, non, je vais vous dire ce qui est très important pour moi, c'est que dans ma famille, je renie pas du tout ces mots-là, mais je les mets en perspective. Vous voyez, ma famille de soldats, elle a servi la France. Vous voyez, par exemple, mes 2 grands-pères ont été enveloppés dans le drapeau tricolore. Mon père a suivi de Lattre, vainqueur de guerre mondiale. Et mes 2 grands-pères sont morts en chantant la Marseillaise. Donc la France ne s'arrête pas. Si vous voulez, aimer la France, c'est l'aimer par-delà les temps qui la scandent et par-delà les convictions qui peuvent nous diviser. Et donc, ce que j'ai appris, moi, avec le temps, c'est à aimer ses adversaires quand il s'agit de la France, parce que chacun dépose une strophe dans un long poème qui est notre pays. La France est un acte d'amour. Vous avez combien d'enfants? 7. Et là, vous vous dressez avec vigueur contre l'avortement, contre le mariage homosexuel aussi. Dans votre programme, vous proposez une politique fermement nataliste. Enfin, dimanche dernier, c'est pas vieux, on vous a vu au milieu de milliers de manifestants chrétiens, tradis, chrétiens tradis, cathos tradis, défiler à Paris contre l'avortement. Vous sentez-vous proche de ces chrétiens, entre guillemets, intégristes? Vous savez, moi, je défends les mésanges. Dans mon département, les mésanges, les passereaux, les oiseaux qui disparaissent. J'ai le droit de parler comme Nicolas Hulot. Je défends les baleines, les dauphins. Je défends les petits dômes. Et je considère que la famille est la base de la société et que le mariage homosexuel est une erreur. Et je vous dis pourquoi. Parce qu'en France, il y a 2 choses importantes pour l'avenir. La liberté, naturellement, qui est garantie, la liberté de comportement qui est garantie pour chacun, mais aussi l'intérêt de la société. Et l'intérêt de la société, c'est que pour un enfant, il vaut mieux avoir un papa et une maman que 2 papas ou 2 mamans. Même si les papas et les mamans vous battent, même si les mamans ne vous aiment pas, même si vous êtes orphelin, on ne peut pas parler comme ça de manière générale. Toute famille a ses souffrances. Mais vous le savez bien. Et si on installe la société sur des principes qui ne sont pas stables, qui n'assurent pas la sécurité affective pour les enfants,
alors tout ira plus mal. Mais nous aurons les paysages désolés de la détresse humaine. Mais vous ne rêvez pas d'une France qui change, quoi, qui n'existe plus, là. Vous ne rêvez pas d'une France qui disparaît, comme ça. C'est en ça, peut-être qu'on vous dit réactionnaire. Mais au non, sens... pas du non, tout. mais expliquez-moi. Non, c'est sérieux. Expliquez-moi. C'était mieux avant ? Non, dans votre tête, c'est mieux avant ? Vous croyez que c'était bien en 68 ? Moi, pas vous savez mal, ce qui me frappe. Pas mal. Moi, je vais vous dire ce qui me frappe. Pas mal. C'est que toutes les idées 68ardes, elles sont ringardes aujourd'hui. Et mes idées, elles sont modernes. Regardez, 68, c'est « il est interdit d'interdire ». On a vu le résultat. Aujourd'hui, qu'est-ce que demande même Ségolène Royal ? L'ordre juste. On veut de l'ordre. On met la France en ordre. Bon. Deuxième principe de 68, principe subversif. On ne veut plus de l'État, on ne veut plus d'autorité, on ne veut plus de la nation. Qu'est-ce que demandent les présidents d'université ? De l'autorité. Qu'est-ce que demandent les profs ? De l'autorité. L'autorité des maîtres, l'autorité des savoirs, l'autorité des diplômes. Et qu'est-ce que demandent les Français aujourd'hui ? On l'a vu avec le 29 mai, la patrie, le patriotisme. Donc, je me souviens très bien quand je prononçais ce mot-là, on verra peut-être tout à l'heure avec Isabelle Guigou, quand je prononçais ce mot-là dans les années Maastricht, le patriotisme. Je disais, la France est le seul pays où on n'a pas le droit d'être patriote. Tout le monde rigolait. C'était, comme disent les jeunes, ringard grave. Eh ben, aujourd'hui, le mondialisme, pour moi, c'est ringard grave. Et donc, les idées que je défends... Quel rapport avec l'avortement et le mariage homosexuel ? Mais quand je dis que l'adoption des enfants par les couples homosexuels, c'est une pente dangereuse sur laquelle on va glisser, c'est parce qu'il y a des principes... Si c'était une pente d'humanité, simplement d'humanité. Mais si vous voulez, il y a deux choses. Il y a la liberté, chacun fait comme il veut. Mais la société, elle est là pour affirmer des principes. Et c'est la mission et la grandeur et la dignité, le courage de l'homme public, non pas d'assurer les bonheurs privés, mais d'épargner les grands malheurs publics. Je suis dans mon rôle. Mais dites-moi, on vous a reproché par ailleurs vos fiançailles, des fiançailles, des amitiés avec Guillaume Pelletier, qui est là, je l'ai vu dans la salle d'ailleurs, Guillaume Pelletier. Des fiançailles. Non, enfin, vous voyez ce que je veux dire, des coquinages, des amitiés, des relations politiques, il est par là. Guillaume Pelletier, je l'ai vu, c'est le numéro 2 de votre mouvement. Il est là-bas. Mouvement pour la France, il est là-bas, d'accord. Et Jacques Bompard, ancien transfuge du Front National. Alors, est-ce que vous êtes plus Le Peniste que Le Pen ? Vous savez d'ailleurs ce qu'il dit de vous, Le Pen ? Regardez, vous allez voir. Je l'ai rencontré ces jours-ci. Qu'il n'a aucun espoir d'avoir une campagne présidentielle qui est une chance quelconque. Par conséquent, s'il ne roule pas pour lui, il roule pour quelqu'un d'autre. En l'occurrence, dans tous les cas, il roule contre Le Pen, parce que les quelques voix qu'il peut faire, eh bien, en partie peuvent être enlevées. Mais en même temps, il doit avoir l'assurance qu'il sera remboursé, comme il l'a été d'ailleurs, je crois que c'est en 1995, parce que ça coûte quand même des millions de francs. Et s'il ne fait pas 5%, il ne sera pas remboursé, mais quelqu'un d'autre remboursera pour lui. Il y a des accords qui sont déjà intervenus dans le cadre des législatives avec l'UMP, qui ne présente pas de candidat contre les candidats villiéristes en Vendée. C'est bien la preuve qu'il y a un accord. Alors il y a un accord. Alors vous êtes là pour pour détruire Le Pen, enfin pour lui. Non, il n'y a aucun accord, mais ça se dit beaucoup. Vous avez vu comment il est hargneux là. Visiblement, il n'est pas assuré de lui-même et de l'avenir. Bon, écoutez, soyons sérieux. Vous êtes assuré ? Vous avez vos signatures ? Je les aurai. Je suis vigilant, confiant et optimiste. Voilà. Bon, vous pouvez considérer, en m'invitant là, que c'est une préfiguration. Voilà, je serai candidat. Donc acte. Attendez, allez-y, répondez à Le Pen. Il faut que je vous réponde d'abord. Ouais. Guillaume Pelletier, Jacques Bompard sont pour moi des amis, des soutiens, des gens extraordinaires. Ce sont des patriotes. Et je voudrais dire un petit mot sur Jean-Marie Le Pen, puis au passage sur Nicolas Sarkozy, puisqu'il a évoqué. Jean-Marie Le Pen, sous-marin de Nicolas Sarkozy. Jean-Marie Le Pen a dit et continue à dire des vérités avec courage. Voilà ce que je pense. Mais parfois, tout ce qu'il dit. Parfois, par des jeux de mots douteux, disons certains dérapages, quand il dit par exemple l'occupation allemande a été humaine, etc. C'est insupportable. Et donc, parfois, par ces dérapages, volontaires ou involontaires, il rend les idées nationales et patriotes incomestibles alors qu'elles sont de salut public. Mais loin de moi l'idée de dire que les électeurs du Front National ou les cadres du Front National sont des xénophobes, des racistes. Ils dénoncent au contraire, à juste titre, bien souvent, la francophobie et le racisme anti-français. Quant à Nicolas Sarkozy, il y a deux droites de gouvernement. Il y a la droite américaine, euromondialiste, communautariste, celle de Nicolas Sarkozy, et il y a la droite patriote,
de gouvernement. La mienne, quelle est la différence ? Il y en a deux au moins. Nicolas Sarkozy, il est pour le droit de vote des étrangers, il est pour le financement public des mosquées, il est pour la discrimination positive qui consiste à accorder plus de droits aux étrangers qu'aux citoyens français, il est pour le droit opposable au logement. Donc, en fait, oui, parce que c'est une mesure typiquement socialiste et en plus inapplicable. Et donc, moi, je suis le vrai candidat antisocialiste à 100%. Lui, il est antisocialiste à 50%. Et ils partagent un point commun avec Ségolène Royal. C'est qu'ils ont voté oui et qu'ils sont tous les deux euromondialistes, c'est-à-dire qu'ils sont pour une Europe supranationale qui ne laisse plus de pouvoir à la nation. Or, Serge Motti, je termine là-dessus parce que c'est très important. Un pays comme la France, qui n'aurait plus demain la maîtrise de ses frontières, de son territoire, de ses lois, de sa monnaie, de ses protections juridiques et commerciales pour protéger le travail français, perd la maîtrise de son destin. Et à ce moment-là, qui on élit comme président de la République ? René Coty sans les chrysanthèmes ou la reine d'Angleterre sans le chapeau. C'est épouvantable. Et à mon avis, Royal et Voynet suffirait. D'accord, mais alors qu'est-ce qui vous meut, vous, profondément ? Alors, quand vous vous réveillez le matin, hein, qu'est-ce qui vous meut ? Parce que quand même, être président de la République, il faut être sacrément gonflé pour vouloir être président de la République. Hein ? Parce que moi, non, franchement, c'est sérieux. Moi, je ne me dis pas je vais être président de la République. Ah oui, moi je devrais peut-être. Oui. Alors le matin quand je me réveille, je pense à notre pays et à tous les Français qui souffrent. Et je me dis, moi, je sais ce qu'il faudrait faire. Moi, je sais maintenant ce qu'il faudrait faire. Il y a quelques années, j'aurais été hésitant. Maintenant, je sais, parce que j'ai 17 ans d'expérience. J'ai fait de la Vendée une terre de réussite, avec, par exemple, une nouvelle approche de la mondialisation. Premier département pour la création d'entreprises. Peu exportable, pourtant. Hein. Tout est transposable. Vous savez, il vaut mieux confier la France à des gens qui ont réussi chez eux qu'à des poulets de batterie. On vous crédite de 3%. Oui, non, mais attendez, on est dans les pré-sondages de la pré-campagne. Attendez la configuration du 16 mars et l'égalité des temps de parole. Parce que quand on va m'entendre, quand on va me voir, comme ce soir, là, je vous en remercie d'ailleurs, ça va s'entendre et ça va se voir. Et alors, qu'est-ce que moi je propose ? Une grande Vendée ? Une grande Vendée, la France, une grande Vendée ? Ce que je propose, c'est que la France retrouve sa vitalité qu'elle est en train de perdre avec la mondialisation, qui aspire ses forces vives, son agriculture, ses centres de recherche, ses usines, etc. Donc sa vitalité qu'elle est en train de perdre. Les gouvernements qui se sont succédés l'ont massacrée. Son identité, parce que je refuse le communautarisme, on en parlera tout à l'heure avec Tariq Ramadan. Et sa souveraineté, qui est entre les mains des technocrates de Bruxelles et des banquiers de Francfort. Voilà, mon projet, il est simple. Je veux une France qui retrouve sa vitalité, son identité et sa souveraineté. Et qu'est-ce qui vous blesse, vous, en ce moment ? Qu'est-ce qui vous blesse ? Ce qui me blesse, c'est de voir que la campagne se réduit à une kleptocratie. Kleptocratie ? J'essaye d'inventer des mots comme mal, Ségolène Royal. Oui, la bravitude, la kleptocratie. Enfin, la nullitude. La nullitude, oui. Alors c'est-à-dire qu'on a... D'ailleurs, c'est les oui-wistes, c'est le Hollande qui parle en ce moment. Il y a le Sark-Hollande et le Ségolande. Nous, on ne nous entend pas, il est grand temps qu'on nous entende. Et c'est quoi ? C'est le marketing, les apparences et les boules puantes. On est en pleine boule puante en ce moment, ce qui se passe, l'histoire des RG, tout ça, les renseignements généraux sur la campagne de Ségo, etc. Oui, parce que la manière dont la presse parle, je vois que vous avez les journaux. Tous les journaux, on va faire ça, le mauvais sondage de Ségolène. Le mauvais sondage, etc. Attendez, mais ce qui nous et pourquoi il doit démissionner aussi, Sarkozy nous demande libération. Ce qui intéresse les Français qui souffrent aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les solutions, par exemple, pour le pouvoir d'achat. Moi, j'espère qu'on va en parler. On va en parler avec Elisabeth Guigou tout à l'heure. Mais alors, en juillet 2005... C'est-à-dire qu'il faut, parce que l'impression qu'on a, si vous voulez, c'est que les gens qui se baladent, là, entre le marketing et les apparences, ça fait 40 ans de mensonges. On nous a dit l'immigration est une chance pour la France. On nous a dit la Turquie est une chance pour la France, pour l'Europe. On nous a dit l'euro est une chance pour le pouvoir d'achat. On nous a dit les 35 heures sont une chance pour le pouvoir d'achat, etc., etc. Bon, on voit bien que tout ça sont des mensonges. En juillet 2005, dans une chaîne concurrente, une petite chaîne, TF1,
vous avez dit l'islam est le terreau de l'islamisme et l'islamisme le terreau du terrorisme. C'était en juillet 2005. Donc, pouvez-vous nous dire à quel moment vous êtes venu cette révélation, d'une certaine façon, de ce que vous deviez mener un combat contre ce que vous appelez l'islamisation de la société française? C'est une anecdote personnelle. Je vous en prie. Un jour, une jeune fille est venue me voir à mon bureau, recommandée par 2 amis, au Conseil général de la Vendée. Elle tremblait, j'avais du mal à la calmer, et elle m'a dit voilà... Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Farida. Elle arrivait de la région parisienne, d'une banlieue de la région parisienne. Ça fait maintenant plusieurs années qu'elle se cache. Avec quelques amis, nous la cachons. Pourquoi? Parce qu'elle était menacée d'être égorgée par ses 2 frères, au nom du Coran, me dit-elle, parce qu'elle voulait se convertir au protestantisme. Oui. Et donc, cette personne se cache, elle ne vit plus. Ça me rappelle d'ailleurs ce qui s'est passé récemment avec le professeur Redeker. Oui. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a dit, parce qu'on n'a pas le droit chez nous de changer de religion, et mes frères veulent m'égorger parce que je veux changer de religion. Et là, je me suis dit, mais là, il y a un problème. Ce n'est pas un problème religieux, c'est un problème politique. Alors, je dis naturellement, les musulmans ne sont pas des islamistes. Mais les islamistes se réclament de l'islam. Et c'est là que je dis, je veux soumettre l'islam aux lois de la République et au mode de vie des Français, parce qu'on ne peut pas accepter sur le territoire français la charia, demain la flagellation, la répudiation, le fait de battre sa femme, comme le demandait l'imam Bouziane de Lyon. On ne peut pas accepter qu'un professeur qui enseigne à Toulouse n'ait pas le droit de critiquer Mahomet et qu'il soit obligé de se cacher sans être soutenu par les pouvoirs publics, ni le président de la République, ni le ministre de l'Éducation nationale. On va continuer cette conversation avec Tariq Ramadan, donc, qui est là. Vous le connaissez, il est professeur d'islamologie à l'université d'Oxford. Il est membre d'un groupe de réflexion fondé par Tony Blair, en personne, sur la place de l'islamisme au Royaume-Uni. Ça vous pose son homme. Un homme dont, vous le savez bien, on entend dire que vous sentez le soufre, que vous n'êtes pas fréquentable, que vous êtes un dangereux islamiste, prédicateur, qui cache son vrai visage sous un double langage. J'en frémis. Alors, est-ce que, Monsieur De Villiers, devant Tariq Ramadan, pouvez-vous confirmer ce que vous écrivez dans votre bouquin Les mosquées de Roissy, l'islam modéré n'existe pas, cette religion ne peut pas s'intégrer à la République. Monsieur De Villiers, ensuite, évidemment, Monsieur Ramadan, le dialogue avec vous s'instaure. Oui, je dis d'ailleurs quelque part, on ne peut pas mutiler modérément une main. Voilà, c'est une expression. Monsieur Ramadan, bonjour. Je suis heureux d'être en face de vous. En fait, personne ne veut vous affronter. La dernière fois que vous avez été en débat avec un homme politique de premier plan, c'était en 2003, Nicolas Sarkozy. Et je voudrais vous dire quelle est la situation de la France aujourd'hui, puisque vous arrivez d'Angleterre, et vous poser une question simple. Parce que je sais que vous êtes le champion du monde du contournement des questions délicates. Parce que vous êtes très intelligent. Bien. Non, j'aimerais écouter entendre la question. Alors, la situation est la suivante. En France, aujourd'hui, le communautarisme avance et s'étend, et la République recule. Partout. Elle recule dans l'espace public. 30 000 familles polygames, dernier chiffre, 70 000 mariages forcés. Elle recule dans les quartiers. Le préfet de la Seine-Saint-Denis vient d'adresser un message, un cri d'alarme au ministre de l'Intérieur, en lui disant ceci: je n'ai plus le contrôle des quartiers. Les quartiers sont sous le contrôle des barbus. C'est lui qui parle. Je mets les guillemets. Elle recule dans les hôpitaux. Chaque semaine, on a un médecin qui est tabassé par un islamiste qui refuse que sa femme soit soignée par un homme, au nom du Coran, disent-ils. Elle recule, c'est plus grave encore, à l'école, puisque un rapport des inspecteurs généraux de l'Éducation nationale explique qu'il y a maintenant des auteurs censurés à l'école, comme par exemple Victor Hugo, Chateaubriand, Camus, l'enseignement de la Shoah est maintenant très difficile, etc., etc.
Alors voici ma question. Moi, je veux soumettre l'islam aux lois de la République. Ce n'est pas un problème religieux. J'entre pas dans la question religieuse. Mais c'est un problème politique, c'est-à-dire qu'il s'agit pas... Pour moi, ce n'est pas à la France à s'adapter à l'islam, c'est à l'islam à s'adapter à la France. Vous avez déclaré que vous étiez favorable à un moratoire sur la lapidation des femmes. Quand j'ai entendu ça, j'étais horrifié. Est-ce que ce soir, vous pouvez aller plus loin pour que les choses soient claires, clarifiées pour tous les citoyens français, et dire deux choses. Ok, premièrement, il va répondre. Je remplace le mot lapidation par le mot interdiction, moratoire par le mot interdiction de la lapidation, et deuxièmement, j'ajoute, oui, la lapidation est une pratique barbare. Ne lui faites pas sa réponse, il va la faire. Non, mais écoutez, pose une question si je suis intelligent, en tout cas vous êtes habile de commencer par cela, et je vais vous répondre directement. J'ai dit et j'ai déclaré d'ailleurs à l'émission en face de Nicolas Sarkozy que je m'y opposais, que j'appelais à un moratoire dans le monde musulman, avec l'idée qu'il fallait ouvrir un débat et que je ne m'opposais pas, d'ailleurs, ce n'est pas la lapidation vis-à-vis des femmes, ça c'est un concept chrétien, le rapport lapidation-femme en islam, ça concernait tout le monde dans les textes classiques et pour moi c'est la peine de mort, la lapidation et les châtiments corporels. Il faut cesser tout de suite ceci dans les pays musulmans, c'était ma position. Et c'était tellement d'ailleurs intéressant que récemment, tout de suite après la condamnation de Saddam Hussein, le gouvernement italien a pris contact avec moi pour savoir si on pouvait utiliser ce concept de moratoire dans ce cas-là et dans les cas qui allaient venir en Irak. Pourquoi ? Une suspension. Une simple non, suspension. ce n'est pas une suspension. Quand Amnesty International aux États-Unis demande un moratoire sur la peine de mort, quand le président Chirac demande un moratoire sur la peine de mort en Chine, ce n'est pas parce qu'il est pour la peine de mort, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas de possibilité pédagogique d'aller vers quelque chose qui est la cessation, si ce n'est d'abord par un moratoire. C'est ma position, je la dis, je la répète et je la confirme. Et je vous dis une chose. Non, mais attendez, vous savez la différence entre vous et moi, c'est que vous ne direz jamais, vous, aujourd'hui, au roi d'Arabie Saoudite, que ce qui est en train de se passer dans son pays est absolument inadmissible. Et comme vous l'avez dit, barbare. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont l'argent qui vous fera taire. Vous et toute la classe politique française. Alors, j'aimerais simplement vous dire une chose. La position qui est la mienne aujourd'hui, c'est de faire en sorte que dans le monde musulman, on puisse cesser cela tout de suite et que nous allions vers quelque chose qui est un vrai débat de fond pour que nous ne faisions pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde musulman, à savoir des pratiques qui sont absolument injustes. Je répète avec clarté que je m'oppose à ces applications. Mais maintenant, j'aimerais retourner les choses, parce que je vous ai entendu dire des choses. Vous savez, vous dites, non, moi j'en ai vis-à-vis de l'islam politique. Et ensuite, on vous lit et on entend, l'islam ne peut pas et ne veut pas s'intégrer. Vous parlez donc de l'islam. Votre problème, c'est l'islam. L'islam modéré n'existe pas, cette religion ne peut pas s'intégrer. Attendez, soyez sérieux. Si, en tout cas, vous avez l'habilité, il faut avoir la précision quand on est un homme politique. Et ma question, elle est celle-ci. Vous avez pris, par exemple, comme exemple, vous prenez des chiffres et vous les tournez dans le sens qui vous arrange. Vous ne dites pas, par exemple, que 74% des Français sont pour la séparation de l'ordre du pouvoir. Ça veut dire que 74% sont totalement intégrés. Vous ne dites pas que 94% des Français de confession musulmane ou des musulmans vivant dans ce pays sont pour l'égalité. Pourquoi vous ne citez pas ces chiffres ? Vous allez citer d'autres chiffres qui sont ambivalents. 46% des musulmans pensent que l'islam est plus important que la République. Mais la question même, elle est tendancieuse. Je vais vous poser une question simple. Vous êtes un catholique pratiquant, monsieur. Dans votre vie, qui est le plus important, Jésus ou Chirac ? Bon. Répondez à la question. Répondez à la question. Je ne sais pas si on peut répondre à cette question. Qui peut répondre à cette question ? Oui, il peut répondre à la question, puisqu'il reproche aux musulmans d'avoir une foi. Ils ont une foi. Alors, monsieur Duvier, je ne sais pas. C'est Jésus ou Chirac pour vous ? La réponse c'est Jésus. La réponse est Jésus. La réponse est Jésus. Donc, alors, c'est le même combat, vous deux ? Mais par rapport à Chirac, Jésus n'a pas beaucoup de mérite. Mais simplement, votre question, elle témoigne, voyez, de quelque chose qui m'inquiète profondément. C'est que pour vous, vous voyez, vous confondez le temporel et le spirituel. Absolument pas. Mais si, vous venez de le prouver. Non, ce que je prenais, monsieur, vous venez de le prouver, parce qu'on peut parfaitement, en France, être juif, chrétien, par exemple, et reconnaître la séparation des deux sphères, le temporel
et le spirituel. Rendez à César ce qui est à César, Mais Dieu ce qui est à Dieu, etc. Exactement. Et donc, alors, moi, je voudrais soyons faire précis avec les je voudrais dire à M. Ramadan que j'ai sous les yeux 2 sondages, effectivement, qui sont très inquiétants. 51% des jeunes musulmans se décrivent d'abord comme musulmans plutôt que comme français. C'est un sondage. Mais dans le même sens, 70%. Ce sondage. Et 70% des jeunes musulmans refuseraient de se mobiliser pour la France s'il fallait la défendre. Alors, dans mon livre, je fais une proposition que je voudrais vous soumettre. Parce que ça, vraiment, je suis impatient d'avoir votre réponse. Je ne la connais pas du tout. Moi, je veux proposer, pour que les choses soient claires, parce qu'un musulman qui admet les lois de la République, qui admet nos modes de vie et qui aime la France, et il y en a ici qui sont des musulmans du mouvement pour la France. Posez votre question. Il n'y a pas de problème. Mais écoutez, moi, je veux soumettre donc la construction des mosquées à l'avenir en France à une charte républicaine avec des conditions draconiennes, respect du principe égalité homme-femme, refus de la polygamie et des mariages forcés, interdiction des financements étrangers et respect de la liberté de changer de religion. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette charte? Mais écoutez, le fait du refus de l'argent qui vient de l'étranger et qu'il soit de l'argent qui vienne d'ici en France, c'est une position que j'ai depuis 20 ans. Ceux qui s'opposent à ça aujourd'hui et qui acceptent de l'argent qui vient de l'Arabie Saoudite, c'est quand même les pouvoirs publics. Ils sont beaucoup plus acceptants de l'argent qui vient de l'étranger que de l'argent qui viendrait de la communauté des croyants ici sur le territoire. La deuxième des choses, l'opposition au mariage forcé, elle est extrêmement claire. L'opposition aujourd'hui, le fait qu'il faille respecter la loi républicaine. Vous n'êtes pas pour la charia en France? Mais écoutez, ma charia en France, c'est la loi de la République. C'est-à-dire qu'on a dit et répété cela avant même que vous commenciez toute cette espèce d'atmosphère de peur. Parce que votre but, en fait, c'est d'entretenir la peur. Vous êtes le faire-valoir de la politique française. Laissez-moi terminer. Vous permettez. Laissez-moi terminer. Est-ce que je peux terminer? Les gens qui ont peur. Je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Les gens qui ont peur, c'est les femmes voilées. Non. C'est vous qui entretenez la peur chez les Français. Ce sont les prêches, certains prêches de certains imams dans les mosquées. Écoutez, vous savez, on a ceux qui ont peur, c'est ceux qui ont peur des bombes, ceux qui se font fouiller dans les aéroports. Est-ce que je pourrais terminer? Un sacré culot quand même. Est-ce que je pourrais terminer? Est-ce que j'aimerais terminer? Vous êtes dans l'anecdotisme. On vous a posé la question, quand est-ce que cette révélation vous est venue? Ah, j'ai une anecdote. Mais la politique, la réalité des Français, la réalité des musulmans ou des Français de confession musulmane dans ce pays, c'est pas de l'anecdotisme. Quand vous prenez 50 cas et il faut les condamner, où des médecins sont frappés, où il y a des mariages forcés, il faut les condamner. La condamnation, elle est absolue. Vous le Elle est absolue. Vous le faites je le dis là, sur le plateau de Riposte. non seulement ici, mais dans les banlieues, L'imam Bouziane qui dit qu'il faut frapper. Voilà comment on peut frapper sa femme. Je suis, et je l'ai dit et je l'ai répété et écrit, contre n'importe quel type de violence domestique. Ça n'existe pas. On a le droit de critiquer Mahomet, par exemple, le On a le droit de. Non, là, il faut me lire parce que ça. Et je crois qu'aujourd'hui, les Français de confession musulmane. Ça manquant de délicatesse. Non, attendez, son texte est très mauvais. Mais on a le droit de dire des choses mauvaises. On a le droit de dire des choses idiotes aussi. Mais vous défendrez le professeur Edeka? Bien sûr, je l'ai fait. Mais il manquait de délicatesse. Non, il manquait d'intelligence. Vous avez dit délicatesse, je crois. Et l'interdiction du voile islamique dans les espaces publics Attendez, ce que vous voulez, vous, à l'avenir, c'est des musulmans français qui, en fait, pour devenir français, deviendraient invisibles. Cette position-là, elle n'est pas dans la laïcité. Monsieur, laissez-moi terminer. Celui qui veut changer la loi laïque aujourd'hui, ce n'est pas les Français de confession musulmane, c'est vous. C'est vous qui êtes prêts à changer de façon restrictive la loi pour interdire l'expression en opposition à tous les pays européens aujourd'hui, l'expression de la visibilité dans les espaces publics. Et ça, c'est grave. Mais j'aimerais vous dire une chose qui est beaucoup plus grave dans votre analyse politique. Juste un mot sur le voile. J'aimerais terminer. Vous répondrez. Je voudrais dire un mot sur le voile, parce que je ne peux pas laisser Tariq Ramadan dire ce qu'il vient de dire. Posez la question rapidement, parce que sur le voile, moi, je suis pour l'interdiction, comme dans d'autres pays d'ailleurs. Aucun pays européen. Du voile islamique, parce que le voile islamique citez-moi un pays. Est un instrument. Citez un pays, soyez précis. Il y a un pays qui l'a fait, c'est la Tunisie. Et il y a un pays qui est en train de voter, le voile dans les espaces publics, absolument faux. Absolument faux. Absolument, depuis septembre 2006. Dans les espaces publics, c'est absolument faux. Et je vais vous dire pourquoi je suis pour l'interdiction. D'ailleurs, vous savez, la Tunisie, c'est un pays très, très démocratique. C'est bien, nous allons vers le bon sens. Attendez. Oui. suivez Ben Ali, c'est un vrai démocrate. C'est un bel avenir pour la France. Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Le voile islamique, Monsieur Ramadan, vous êtes gêné là? Non, vous êtes allé trop loin. Vous êtes en train de présenter comme un modèle pour la France. Laissez-moi vous dire les yeux dans les yeux que le voile islamique, dictature. au nom de la dignité de la femme, le voile islamique est un instrument de soumission
d'oppression des femmes et en même temps d'insoumission aux lois de la République. Et en même Quelle temps, loi de la République? C'est vous qui voulez changer les lois. Un instrument au service de groupes politico-religieux dont vous faites partie. Car ça n'est pas pour rien. Monsieur Ramadan, vous oubliez que vous avez été interdit de séjour sur le territoire français. Vous savez qui m'a défendu? Un de vos amis, peut-être, l'abbé Pierre, m'a défendu en disant que c'était absolument inacceptable. Vous savez que vous n'avez pas pu avoir votre visa pour les États-Unis. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez ce que l'ambassadeur des États-Unis en Suisse mais attendez, vous êtes en train de tourner cela en attaque personnelle. Non, vous savez, je vais vous dire simplement une chose. Vous savez, je suis interdit. Non, mais laissez-moi terminer. Très habile, la presse. Non, mais laissez-moi terminer. Maintenant, je vais vous répondre très précisément. Et je vais ensuite vous poser une question qui est la plus grave pour moi. Je suis interdit d'entrer aux États-Unis parce que j'ai donné 700 € à une organisation palestinienne de soutien pour les écoles. Et vous savez ce que me dit le gouvernement américain aujourd'hui? Toutes ces accusations de terroristes, tout ça est balayé. J'ai donné cet argent à une organisation dont j'aurais dû savoir qu'elle était liée au Hamas. Et vous savez, le cocasse de l'histoire, c'est que cette organisation est reconnue en France et en Suisse très officiellement jusqu'à aujourd'hui. Mais surtout une chose, j'ai donné de l'argent entre 1998 et 2002, une année avant que cette association soit sur la liste noire américaine. C'est très intéressant pour vous dire combien nous sommes dans l'ordre de la représentation. Monsieur Ramadan, posez votre question plus grave. Elle est celle-ci. Vous avez dit au moment des émeutes en France, et vous avez répété, vous avez toute cette réflexion autour des prisons, en disant finalement le vrai problème, le lien commun, le point commun entre toutes ces personnes, c'est finalement la question de l'islam. Vous avez une analyse communautariste des problèmes sociaux. Alors laissez-moi terminer. Le problème aujourd'hui, monsieur, dans les banlieues françaises, c'est justement ce que vous n'apportez pas comme réponse. Vous êtes en train d'ethniciser, d'islamiser la question sociale de ce pays, vous et beaucoup d'autres politiciens, parce que vous n'avez pas de réponse. Vous avez perdu le lien avec la base dans ce pays. Vous avez perdu le lien avec les dynamiques sociales. Et pour ne pas montrer votre déficience à comprendre, il suffit d'ethniciser. C'est parce qu'ils sont musulmans. Alors je vais vous dire une chose. Vous avez cité par exemple le fait que dans les prisons françaises, il y a une majorité de musulmans et d'arabes ou d'origine immigrée, et que dans les banlieues c'est la même chose. Pourquoi ? Oui, mais pourquoi cette même population musulmane et d'origine arabe aux États-Unis où elle est venue de façon... Attendez, oui, j'y viens. Elle est venue avec des ressources sociales, elle est intégrée socialement. Ils ne sont pas dans les prisons, ils ne sont pas dans la marginalité. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la France, c'est un problème social, c'est un problème politique. C'est pas un problème du tout religieux. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et c'est très dangereux de communautariser une réponse et on arrête. Je vais répondre. Oui. Moi, je pense... Bon, vous êtes caricatural. Je dirais simplement que... moi, je pense... aux jeunes Français ou à ceux qui vont le devenir. Et je propose une politique de francisation qui passe d'abord par l'application du contrat « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ». Je vous parle des problèmes des banlieues. Répondez à ma question. Vous dites que je contourne les questions, vous ne répondez pas à la mienne. Je suis en train d'y répondre. Ah ben on part de très loin, là. Dans les banlieues comme ailleurs, on n'oblige personne à rester. Ceux qui sont chez nous, ceux qui veulent rester chez nous... Mais ils sont chez eux depuis plusieurs générations. Attendez, il faut qu'ils aiment la France. Ça fait 5 générations qu'ils sont français. Et c'est la raison pour laquelle je suis pour un changement du droit de la nationalité. Mais attendez, je vous parle des Français qui se sont... il y a une acquisition automatique pour l'avenir. Ils sont français ou pas? Sont-ils français ou pas? Il y a beaucoup de Français qui sont français simplement par l'administration. Je veux qu'ils le soient par le cœur. Attendez, qu'est-ce qu'on fait avec ces Français? Dans les banlieues françaises, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai aucune leçon à recevoir de vous. Mais répondez à ma question. Être français, c'est accepter un héritage, une langue, un patrimoine, un projet commun. Et donc, c'est accepter, quand on est, par exemple, musulman, de se dépouiller d'une ancienne identité. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Et d'accepter les lois de la République. C'est ça que moi je fais. Et je veux une éducation nationale. Et je veux une éducation nationale qui transmette les valeurs patriotiques. Mais il faudrait comme Tony Blair l'a fait en Angleterre. Il faudrait envoyer les enseignants. En imposant 1 heure de cours de culture britannique en Angleterre. On devrait faire la même chose en France. Les Français des banlieues ne se sont pas révoltés au nom de l'islam. Ils se sont révoltés parce qu'il n'y a plus de services sociaux, parce qu'ils sont dans des ghettos sociaux, parce qu'il n'y a pas de droit, parce que c'est des espaces de non-droit. Dont les premières victimes, vous avez osé dire, Monsieur de Villiers. Pour en terminer avec la crise des banlieues, vous vous souvenez peut-être pas, mais vous étiez mal informé parce que vous n'étiez pas là. Il y a eu deux choses qui sont produites. Vous étiez très présent par la crise des banlieues, ça devrait vous intéresser. Vous n'y étiez pas sans doute, mais j'aimerais vous dire une chose. Vous étiez très présent, vous tiriez les ficelles, oui.
Il y a eu les barbus qui disaient aux fenêtres, vous arrêtez. Et il y a eu aux 20h une fatwa qui a été citée aux 20h TF1 et France 2 pour dire maintenant rentrez chez vous. Ne prenez pas l'anecdote. Vous ne pouvez pas ignorer le caractère. Vous prenez une anecdote. Monsieur, je vais terminer sur ce point. Vous prenez une anecdote pour analyser un phénomène qui est très très grave. Aujourd'hui, les Français, ils sont français et il va falloir que vous l'acceptiez, que vous l'intégriez ceci dans votre esprit et dans votre politique. Et j'aimerais simplement dire, il dit simplement une chose. C'est terminé. Il dit simplement. C'est terminé. Les Français veulent vous coloniser. Vous, monsieur Ramadan. Ils sont français, mais vous n'avez pas admis. Heureusement, il y a des Français qui ne l'acceptent pas. Monsieur Moati vous disait au début de l'émission. Vous êtes un islamiste habile. Mais les gens comme vous, en face de vous, il y a des hommes politiques comme moi. Mais et il y vous a des n'avez pas Français répondu très nombreux qui n'acceptent pas le communautarisme islamique. Nous voulons la République fondée sur les principes de la citoyenneté et de l'unité. On revient, s'il vous plaît, sur le débat sur les présidentielles. Merci beaucoup, monsieur Ramadan, d'avoir ferraillé, je n'ai pas d'autres mots, avec monsieur De Villiers. Merci beaucoup d'être venu. La campagne présidentielle, on va en reparler de tout ça pendant la campagne présidentielle, évidemment. Sur d'autres tons, peut-être, on verra. En tout cas, moi, je continue ma revue de presse. Merci beaucoup, monsieur Ramadan, et à bientôt. Alors, Sarkozy, pourquoi il a démissionné, selon vous? Vous êtes d'accord, il a démissionné? C'est abrupt, comme transition. Attendez, Sarkozy, il est ministre de l'Intérieur. Oui, ça ne m'a pas échappé, oui. Et donc, c'est sa décision. Oui. Mais quand il est ministre de l'Intérieur, moi, ce que je lui demande, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus 100 voitures qui brûlent chaque nuit, que les atteintes à l'intégrité des personnes baissent, ce qui n'est pas le cas depuis quelques années. Il a tout faux. Et en tout cas, il n'a pas pris les mesures nécessaires en matière d'immigration et de sécurité. Et par exemple, il a tout faux sur la double peine. Parfaitement. Je lui demande, moi, de rétablir la double peine, parce que l'abolition de la double peine consiste à accorder aux délinquants étrangers un droit de séjour perpétuel sur notre territoire. Et Ségolène Royal, vous pensez que, au fond, c'est un trou d'air, c'est un mauvais passage, c'est quoi pour vous dans sa campagne? Là, on dit ça va mal, mauvais sondage, le Parisien de ce matin, etc. Je dirais la chose suivante. Ségolène Royal, elle a appris la politique en dansant sur les genoux de François Mitterrand. D'accord. C'est le socialisme revisité par le marketing. Donc, je ne veux pas du socialisme. Même avec le sourire de Ségolène Royal. Et avec le sourire d'Elisabeth Guigou, qui est là. Elisabeth Guigou, on reçoit Madame Elisabeth Guigou, qui fut, comme vous le savez, ministre déléguée des Affaires européennes, ancienne garde des Sceaux, ancienne ministre de l'Emploi et de la Solidarité, et aujourd'hui, évidemment, députée PS de Seine-Saint-Denis. Bonjour Madame Guigou, on est ravis de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors vous êtes une femme qui a toujours combattu pour l'Europe, pour l'Europe. Alors là, les 18 pays qui ont voté oui à la Constitution européenne se sont réunis à Madrid, vendredi à Madrid. Comment vous jugez cet événement? Comme on refait l'Europe malgré le non exprimé par le peuple français? Vous avez une question là-dessus, monsieur De Villiers, Madame Guigou? Comment vous ressentez les choses? Comment vous ressentez les choses? Moi, je crois qu'il faut arriver à réconcilier le oui et le non. Parce qu'on ne s'en sortira pas autrement. Et que le non... Ça doit nous interpeller, nous, moi, les partisans. Oui, vous avez tellement appelé à voter oui. Ça veut dire qu'on a besoin d'une meilleure Europe. On a besoin d'une Europe qui protège. On a besoin d'une Europe qui dise, au fond, nous existons, nous, les Européens, dans la mondialisation. Et je pense que c'est cela. Il faut mieux d'Europe, plus d'Europe, et non pas d'Europe, comme vous le souhaitez, vous, M. De Villiers. Mais si, qu'est-ce que vous faites, vous, si vous êtes élu président de la République? Allez, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à Bruxelles, vous dites on recommence tout, on arrête tout? Je me souviens d'un débat avec Mme Guigou au moment de Maastricht. Elle m'a dit votre conception de l'Europe, elle est dépassée, etc. Aujourd'hui, c'est la sienne qui a dépassé, puisque le 29 mai dernier, le peuple s'est exprimé. Donc je pense que la première chose à faire, Elisabeth Guigou... Regardons en avant, M. De Villiers, c'est ça qu'il faut faire. Jamais, pas toujours les références au passé, vous voyez, c'est ce qui me gêne. Un petit coup d'œil dans le rétroviseur, le 29 mai dernier, je sens que ça vous gêne, mais le 29 mai dernier... Le peuple français a dit non. Il faut en tirer des leçons. Donc on applique le non français. On applique le non français. Ça veut dire quoi? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut... Qu'est-ce que ça veut dire le non pour vous? Attendez, c'est ça qui est intéressant. Madame, allez-y. Je peux m'exprimer? Oui, mais allez-y, je vous en prie. Un martyr, attention. Oui, allez-y. Alors, le non français, ça veut dire 3 choses. Pour moi, on n'est forcément pas d'accord, mais permettez que j'exprime mon point de vue.
Premièrement, on traite la question du périmètre, une fois pour toutes. Et moi, je veux une Europe qui soit européenne. Et je réponds à Serge Moretti. Si je suis élu président de la République, mon premier geste sera pour aller voir mes collègues et je leur dirai, ou bien on fait l'Europe avec la France, comme aujourd'hui, mais sans la Turquie, ou bien vous faites l'Europe avec la Turquie, mais sans la France. Là-dessus, il faut être très net, il faut arrêter la négociation. Première question. Deuxièmement, la deuxième question, c'est la question de l'architecture. Parce que moi, je ne veux pas continuer avec une Europe antidémocratique. On le voit d'ailleurs en ce moment à Madrid. Les choses se passent sans nous. C'est incroyable. Il y a eu le non français et ils se réunissent à Madrid comme si rien n'était. Je ne veux pas confier 500 millions d'habitants à 25 technocrates et 10 banquiers qui gèrent notre quotidien, qui détruisent notre sécurité et qui détruisent chaque jour le travail français. Donc une Europe qui soit démocratique. Et moi, je ferai inscrire dans la Constitution la phrase suivante. Désormais, la Constitution française et les lois françaises seront supérieures juridiquement aux lois européennes. Et troisième question, elle est très importante, c'est la question du projet. Pourquoi l'Europe ? Parce que si l'Europe doit être un chausse-pied, un marchepied du mondialisme, c'est pas la peine. Donc moi, je veux une Europe de la coopération et de la protection. De la coopération dans des champs nouveaux. Monsieur Villiers, madame, attendez, mais juste deux exemples. Le terrorisme, la lutte contre les grandes mafias, le co-développement, la dérive climatique. Voilà des champs nouveaux d'expérimentation pour la coopération et de la protection. Je veux un protectionnisme raisonnable au niveau européen, à l'américaine, à la chinoise, à l'indienne. Par exemple, si je suis fabricant de chaussures, j'ai 68% de droits en arrivant en Inde, alors que dans le sens inverse, il n'y a que 4% à nos frontières. On est en train de tout détruire. Madame Guigou, vous dites que M. de Villiers a une mentalité de donjon. C'est ça une mentalité de donjon? C'est-à-dire par rapport à l'Europe, par exemple? Je pense que... je cite dans le texte. Alors, je pense que M. de Villiers, c'est vrai, il a une vision de la société, il a une vision de la société, de la France et de l'Europe qui révèle en effet une mentalité d'assiégé. Voilà. Or, moi, je suis pour une Europe qui ait confiance en elle, pour une Europe qui dise oui, nous, les Européens, nous représentons une force. Nous sommes 490 millions maintenant. Nous avons réussi de grandes choses, une aventure historique incomparable. Nous avons pour la première fois dans l'histoire créé une monnaie unique sans faire la guerre. Et nous avons réussi à imposer la paix. L'euro, c'est vraiment... je vous ai écouté patiemment tout à l'heure. Nous avons réussi à imposer la paix entre nous, à la propager sur tout le continent européen et à propager la démocratie. Ça, c'est absolument extraordinaire, à tel point que chaque fois qu'un pays sort de la dictature pour devenir une démocratie, eh bien, il veut rentrer dans l'Union européenne. Alors, c'est tout ça que vous diabolisez en permanence. Et évidemment que cette Union européenne, elle a des défauts, Monsieur de Villiers. Bien entendu qu'elle pourrait être meilleure. Mais tout ce que vous préconisez reviendrait en réalité à la démolir. Et c'est ça qui me fait peur, moi. D'ailleurs, votre discours me fait peur en général. Parce que vous avez une vision de la France qui est une vision vraiment rétrécie sur elle-même, racornie, figée dans la haine quand même. Il y a la haine de l'étranger, quoi, de ce qui est différent. Parce que là, on est donc, si vous voulez, on a complètement glissé dans la caricature. Ce que je souhaite, Monsieur de Villiers, c'est que vous ayez... Attendez, terminez, Madame Guigou. Ce que je souhaite... Ma conception de la France, c'est qu'elle survive, moi. Ma conception de la France, j'imagine que Mme Guigou, je veux pas la fin de la France. Or, permettez, oui, pour que notre pays survive, il faut faire l'Europe de demain, pas l'Europe d'avant la chute du mur de Berlin, l'Europe de Mitterrand, l'Europe de Brejnev. Moi, l'Europe que je veux faire, c'est l'Europe de demain, l'Europe de l'avenir. Et je veux que la France redevienne une grande puissance mondiale. C'est la raison pour laquelle je veux, par exemple, qu'on transforme la francophonie de cercle culturel qu'il est aujourd'hui en cercle géopolitique et géostratégique, parce que vous pensez que la France est trop petite pour l'Europe. Moi, je pense que l'Europe aujourd'hui est trop petite pour la France. Et donc, une Europe dans laquelle la France puisse continuer à préserver ses emplois. Moi, j'ai fait un tour de France, j'ai vu les agriculteurs, les arboriculteurs, les gens de Chimoulinex, les gens de Bataille. Ils sont tous en train de mourir. Alors ne parlez pas de votre Europe qui est une passoire. Je veux une Europe qui nous protège. D'accord, soyez courtois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Une Europe qui nous protège. La préférence communautaire. Je refuse de rentrer dans la foire d'empoigne. Je vous demande de m'écouter. Moi, l'Europe que je veux pour demain, c'est une Europe, voyez-vous, qui soit une Europe beaucoup plus proche des citoyens,
beaucoup plus démocratique. Ça, c'est vrai. Et puis, c'est une Europe qui, si elle est forte, en effet, nous protégera. Or, tout ce que vous préconisez ne fera qu'affaiblir l'Europe et donc la France. Comment voulez-vous que notre pays, qui peut faire de multiples choses, évidemment, lui-même, mais je pense que, voyez-vous, pour relever les défis de la mondialisation, si on ne veut pas se fermer par rapport, se barricader par rapport à la mondialisation, pour relever les défis de la mondialisation, c'est-à-dire réussir la nouvelle économie, le pari de l'économie de la connaissance, réussir en effet à combattre le terrorisme et les nouvelles menaces qui impliquent de ne pas dissocier sécurité intérieure et extérieure, réussir à maîtriser les migrations de population, réussir à lutter contre la dilapidation des biens publics mondiaux, eh bien c'est au niveau européen qu'il faut agir, et c'est dans la coopération. Non, monsieur Villiers, écoutez-moi, monsieur Villiers, écoutez-moi. Vous savez que vous avez devant vous quelqu'un qui est, au sujet des 35 heures, par exemple, il n'est pas comme M. Sarkozy, il dit non, on va les abroger. Par exemple, au sujet de l'ISF, non, on va abroger l'ISF. Vous avez devant vous un vrai adversaire déterminé de tout ce qui a été fait par les gouvernements socialistes depuis quand vous y étiez, tiens, ça tombe bien. Et le modèle social dont vous êtes peut-être légitimement fier, eh ben non, Monsieur De Villiers est très contre. Donc comment vous ressentez les résultats sont là. Non mais il y a 4 millions de sans-emploi, 1 million de Français mal logés ou pas logés du tout, un peu plus d'1 million de RMI, 2000 Qu'est-ce que vous reprochez? C'est ça que vous d'euros. reprochez surtout à ce modèle social? Alors, ce que je reproche à Mme Guigou, c'est d'avoir ouvert les vannes de l'immigration massive, d'avoir ouvert les vannes de la dépense publique, d'avoir dévalorisé le travail et de nous avoir précipités dans une Europe qui ne nous protège pas. Alors, ça fait 5 ans bientôt que vos amis, Monsieur De Villiers, sont au pouvoir maintenant. Et ce sont eux qui sont responsables de ces résultats. Car ce sont ses amis. Car ce sont vos amis. Vous êtes, mais évidemment, je ne sais pas, vous êtes le poisson pilote de M. Sarkozy sur les terres de M. Le Pen. Vous jouez les rabatteurs de voix de M. Le Pen pour M. Sarkozy, qui vous aide d'ailleurs. Il ne présente aucun candidat UMP dans votre circonscription. Il a financé vos campagnes. Vous étiez... Non, mais écoutez, ce sont vos amis. Vous étiez au premier rang du congrès de l'UMP. Donc les résultats dont vous venez de faire part, les résultats dont vous venez de faire part, ce sont vos amis. L'échec dans la lutte contre l'insécurité, le million de RMI. Alors, ce qu'il faut en effet, c'est inventer de nouvelles recettes. On ne va pas s'inspirer des recettes du passé. Les 35 heures, ce qu'il faut ISF. faire. Écoutez, les 35 heures, je pense qu'il faut qu'il y ait une application, en effet, qui soit là où ça ne se passe pas bien, qu'il y ait une application qui permette que tout le monde en retire des bénéfices. Mais je vais prendre, par exemple, les 35 heures à l'hôpital, dont on parle souvent. Est-ce que les infirmières n'ont pas le droit d'avoir une durée du travail qui compense la pénibilité de leur métier, le stress permanent? Ce qu'il faut, c'est créer des emplois à l'hôpital, et on fait, depuis 5 ans, exactement l'inverse, créer des emplois pour permettre justement qu'on assure des conditions de travail décentes à ces femmes dont nous avons tous besoin. J'ajoute que dans le modèle que vous défendez, vous dites non seulement abrogation des 35 heures, abrogation de l'ISF, ce qui ne ferait que... Mais en plus, vous dites non au droit opposable au logement. Et vous dites abrogation de la loi... abroger la loi SRU. À la loi SRU. Ça veut dire vous savez quoi, ce que dit M. De Villiers, c'est pour que la misère ne vienne se déverser sur les zones préservées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où la nation... tous les deux d'interpréter ma pensée. Non, je vous cite. Au moment où la nation... Monsieur De Villiers. Donc vous allez répondre. Donc moi, ce que je veux... C'est exactement le contraire de ce qui a été fait depuis 40 ans. Depuis 5 ans ? Non, depuis 40 ans. Par les alternances successives. Aujourd'hui, c'est plus d'impôts, moins de travail. Moi, je veux plus de travail et moins d'impôts. Alors, plus de travail, ça veut dire protéger le travail français. Eh oui, protéger le travail français. La préférence nationale. Non, le protectionnisme européen raisonnable dont j'ai parlé, parce que les Américains se protègent, les Chinois se protègent, les Indiens se protègent. J'étais très choqué quand j'ai entendu Ségolène Royal dire la Chine, notre nouvelle frontière. Protéger le travail français, ensuite libérer le travail français pour permettre aux salariés les plus modestes d'avoir... Il y a du travail forcé en France ? Libérer le travail français, ça veut dire abroger les 35 heures.
c'est-à-dire les 35 heures obligatoires, pour que personne, celui qui veut personne n'empêche de gagner travailler plus de plus, puisse 35 gagner heures, plus, personne. celui qui veut travailler plus, puisse travailler plus. Et puis, libérer aussi l'âge de la retraite, parce que de toute façon, c'est de la démagogie de dire qu'il ne faudra pas travailler plus longtemps. Et moins d'impôts, moi je veux deux choses. La première, c'est inscrire dans la Constitution un seuil maximal de prélèvements obligatoires, parce qu'on n'en peut plus, on est asphyxiés, les particuliers, les entreprises. Et ensuite, baisser les charges des entreprises qui créent des emplois, c'est-à-dire les PME, de 50%, ce qui permettrait, selon l'INSEE, de créer 1 million d'emplois dans une année. Plus de travail, moins d'emplois. Ce que vous avez fait, vous avez tourné la société vers le loisir. Et vis-à-vis des jeunes, vous avez pris une très lourde responsabilité et vers l'oisiveté. Jamais on a eu autant d'heures travaillées que pendant que vous avez une très lourde responsabilité, Madame Guigou. Tout ça, c'est votre diabolisation. Vous avez des méthodes d'extrémistes que vous êtes. D'ailleurs, vous diabolisez en permanence. Alors, sur la question du travail, qui est très importante, ce qu'il faut en effet, c'est d'abord donner de l'emploi à tout le monde. Et faire en sorte que le sous-emploi des seniors et des femmes, mais non, en créant des emplois, vous pouvez appeler tous les migrants de la planète pour leur donner du travail. En relançant la machine économique. La deuxième chose que je voudrais dire, sur la loi SRU et les droits opposables au logement, au moment où la nation entière, notre pays, la France, rend hommage à l'abbé Pierre, nous avons un candidat de la République qui dit ouvertement, eh bien voilà, il faut tourner le dos à tout ce que la nation entière plébiscite dans cette action, c'est-à-dire... Merci Mme Guigou, c'est votre dernier mot. Je suis pour l'accession sociale à la propriété, comme je l'ai fait dans mon département, qui a été classé premier département pour l'accession sociale à la propriété. C'est votre dernier mot. Je crois à la liberté, Mme Guigou, et à la propriété. Eh bien, écoutez, moi je crois à une France qui soit ouverte, généreuse, et pas une France rétrécie, racornie, repliée sur elle-même et dans la hantise. Merci beaucoup. Si vous voulez prolonger le débat, je sais que vous êtes nombreux à le faire, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. À dimanche prochain sur France 5, la chaîne où vous êtes. Merci beaucoup, Madame Guigou, merci beaucoup, Monsieur De Villiers. La chaîne où vous êtes décidément si bien, et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. La semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec François Hollande. Merci beaucoup. À dimanche prochain. Merci. Merci.